Voilà, bonjour à tous, à ceux qui sont devant moi, surtout à ceux qui sont à distance. Et merci donc aux organisateurs pour ce beau colloque et son caractère interdisciplinaire qui m'attire particulièrement puisque je vais parler à partir d'un champ disciplinaire qui est celui de la littérature, peu représenté dans le colloque, mais je pense qu'il est néanmoins pertinent. Alors, de quoi vais-je vous parler? Eh bien, de ce que la critique a appelé le roman néo-rural, donc ce roman qui nous raconte comment beaucoup de personnages, enfin comment des personnages souhaitent abandonner leur vie à la ville, qui est devenue donc non désirable, et s'installer à la campagne. Hein, et c'est ce que vous voyez ici dans un numéro spécial du País, hein, la literatura vuelve al campo, donc la littérature retourne à la campagne. Et donc, on voit une multiplication de récits, alors en Espagne, mais aussi en réalité en Amérique latine, où ces personnages nous offrent finalement une espèce de réflexion sur ce que signifie justement cette transition de la ville à la campagne. Ces récits interrogent l'occupation du sol, la production de nourriture, les rapports entre les sexes et les générations. Ces romans fonctionnent comme des laboratoires où on observerait les trajectoires d'individus aux prises avec une circonstance particulière, que ce soit du point de vue géoclimatique, psychologique ou social. Et donc, je vais d'abord brosser très rapidement le contexte dans lequel émerge ce courant, avant de m'intéresser à deux romans en particulier qui, me semble-t-il, donnent à penser deux exemples, deux modèles opposés de transition. Alors peut-être, avant toute autre chose, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la ruralité se définit d'abord en termes démographiques. Hein, et je renvoie ici à l'atlas de l'Institut géographique national espagnol, hein, qui nous dit que l'habitat rural désigne les villages, lieux, villes ou quartiers situés en Espagne dans des municipalités ne comptant pas plus de 10 000 habitants. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau donc, de la distribution géographique de ce type d'habitat? Hein, cette distribution est très inégale. Alors, vous avez à l'écran deux cartes qui correspondent à deux recensements. Le premier à gauche, 1900, le second, 2015. Et vous voyez la forte évolution. Donc, d'une part, il y a plus de zones plus claires, hein, avec une densité de population très, très faible, donc dans le centre et le centre-nord. Et puis plus de zones plus foncées, donc une augmentation démographique remarquable dans la région de Madrid et dans les grandes villes côtières. Alors j'ai repris là aussi le commentaire que l'Institut géographique national nous donne, hein, de cette évolution. Et je crois que ce commentaire appelle deux observations. Alors, la première concerne l'exode rural massif et accéléré qui a, en 2 décennies et demie environ, vidé des régions entières de l'intérieur du pays. Cet exode rural massif a été orchestré de manière autoritaire par l'administration franquiste. Les sociologues et analystes de la culture en soulignent aujourd'hui encore les effets traumatiques, non seulement sur la distribution démographique très inégale, mais aussi sur les affects et les représentations. Alors, le second commentaire concerne la dernière phrase. Hein. Vous voyez que je l'ai mise en italique, en rouge. Ce déplacement forcé de population, dans le cadre donc de l'imposition d'un mode de vie qui a été finalement téléguidé par la dictature franquiste et les exigences d'un modèle de développement libéral, est ici présenté comme un progrès. Hein. C'est l'Espagne qui recule par opposition à l'Espagne qui progresse. Alors, cette représentation binaire, hein, l'Espagne qui avance, c'est l'Espagne urbaine, et l'Espagne qui reste en arrière, c'est l'Espagne rurale. Elle est porteuse donc d'une axiologie sous-jacente qui est donnée ici comme évidente. Donc, dans les termes de Cornelius Castoriadis, on pourrait parler d'un ensemble de significations imaginaires sociales. Celles-ci sont historiques, elles évoluent, elles produisent des institutions qui sont à la base de la cohésion sociale en ce qu'elles s'imposent à tous et font sens pour la collectivité. Alors, dans cette perspective, ces significations imaginaires sociales sont à la base d'échelles de valeurs qui déterminent non seulement les actions, mais aussi les phénomènes observables. Hein, qu'est-ce qui est digne d'être observé et qu'est-ce qui reste invisible?
Alors, Castoriadis considère que le développement et la rationalité économique sont des significations imaginaires sociales et qu'elles constituent, je le cite, l'obstacle le plus formidable sur la voie d'une reconstruction de la société humaine après une crise de grande dimension. Alors, cette crise, il l'entrevoit dès 1976, donc dans un article sur précisément ces notions de rationalité et de développement qui n'a pas pris une ride. Alors, parmi les postulats attachés à la signification imaginaire sociale du développement et de la croissance, Castoriadis souligne, et je le cite encore, différents lemmes sur l'homme et la société qui ont changé avec le temps, mais qui tous impliquent que soit l'homme et la société sont naturellement prédestinés au progrès, à la croissance, soit qu'ils peuvent être manipulés de diverses manières pour y être amenés. Alors évidemment, on voit bien donc que ces significations imaginaires sociales répondent également donc à une pression du système à la fois politique et économique. Alors, dans cette perspective, j'ai trouvé un intérêt particulier à l'enquête historico-sociologique de Entrena Duran, qui met en évidence justement l'évolution de l'imaginaire collectif de la ruralité espagnole. Alors, je ne vais pas développer, mais en gros, donc, durant les années 40-50, on peut parler d'une mythification conservatrice de la ruralité. On est en plein franquisme. L'espace rural serait, je dirais, le réservoir de l'identité vraiment de l'Espagne profonde, de la nation, mais en même temps se met en place donc cet exode rural massif et une politique axée donc sur le développement agro-industriel. Ce développement va être au premier plan dans les années 60, 70 et 80 et va donner lieu à un second imaginaire qui, lui, va déprécier de manière tout à fait explicite la vie rurale. Alors, à partir de l'entrée dans la communauté économique européenne, on va avoir progressivement l'émergence d'un troisième imaginaire, un petit peu plus ambivalent. Il prend en considération les espaces ruraux non seulement comme des territoires de production agricole, mais aussi comme des lieux écologiquement durables, adaptés aux loisirs ou au tourisme. Mais ces significations donc, qui émergent dans les années 90 et se consolident au cours du XXIe siècle sont en partie contradictoires, puisque les espaces ruraux sont associés à une agriculture qui reste majoritairement productiviste, non durable, voire toxique, et d'autre part un réservoir de ressourcement possible, porteur de promesses pour le futur, mais qui n'ont pas été implémentés à grande échelle sur le territoire espagnol, ou qui ne semblent pas questionner réellement l'imaginaire dominant, colonisé donc par les exigences productivistes. Et donc, c'est dans ce contexte ambivalent que s'inscrivent les deux romans de mon corpus. Alors, le premier, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français, donc Por si se va la luz, donc Si la lumière s'en va. Et le second l'a été. Il s'agit donc de La Forastera de Olga Merino, qui a été traduit donc sous le titre L'étrangère. Alors, ces deux romans présentent des personnages qui fuient la ville, associés dans le premier récit à un véritable effondrement de la vie urbaine suite à une crise économique aux effets délétères. Alors, il s'agit d'une projection dystopique des conséquences de la crise de 2008 qui a été donc particulièrement sévère en Espagne. Alors, ces personnages se lancent dans une nouvelle vie marquée par la pratique difficile de l'agriculture de subsistance. Dans les deux cas, le village apparaît à la fois comme un espace en déclin, peu peuplé ou peuplé de personnes âgées, mais pour cela même plus résilient face à un monde en changement. Alors le travail au jardin est longuement détaillé dans ces romans. La dimension médicale également y est développée. L'éloignement des centres hospitaliers exige de revenir à des modes de soins liés à la connaissance des remèdes naturels, ce qui donne lieu à une résurgence de l'archétype de la sorcière guérisseuse et une orientation assez nettement écoféministe dans l'évolution des personnages. Alors la disponibilité en eau, en pétrole, en électricité est également un souci récurrent dans ces récits. Alors vous l'aurez compris, ces romans donc, fonctionnent comme des laboratoires de l'imaginaire. Ils nous aident à nous projeter dans des situations où on vivrait une forme de sobriété, soit imposée, soit comme ici dans ces romans volontaires. Les protagonistes vivent un véritable apprentissage de cette vie dans un milieu relativement pauvre en ressources. On voit apparaître d'autres personnages romanesques dotés d'une connaissance du milieu.
ce qui est l'occasion de contrer l'imaginaire dominant en revalorisant les épistémologies dépréciées par les logiques liées à l'urbanisation et au complexe techno-agro-industriel. J'ai parlé par exemple de la figure de la sorcière guérisseuse. Alors pourtant, dans un livre assez suggestif consacré aux imaginaires post-croissance dans la littérature espagnole, Pradanos souligne qu'il s'agit peut-être là d'un pis-aller. Je le cite. However important these new rural experiences may be in deeply transforming the lives and thinking of their participants, they nevertheless do not suffice to modify the power relations of global capitalism. The urban agro-industrial metabolism cannot be escaped simply by retreating from its urban core, since its processes affect the entire globe. Donc, il y a vraiment ici, je dirais, une grande suspicion par rapport à ces romans, qui mettrait juste en scène une retraite, alors que le problème, on le sait, il est systémique, il est global. Alors, ma propre hypothèse de lecture est un petit peu plus bienveillante par rapport à ces romans. Je les trouve intéressants. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils offrent un changement de point de vue. Ils ne cherchent pas à traduire mimétiquement dans le récit la circulation globale des flux de matière, de personnes, d'énergie, mais à redessiner les conditions de possibilité d'un ancrage local, ce qui me semble de nature à challenger en profondeur les imaginaires, légitimement la logique capitaliste. Alors, voyons ce qu'il en est d'un peu plus près dans les différents récits. Dans le roman de Merino, le lieu et l'époque restent indéterminés. C'est une dystopie qui nous projette dans un futur relativement proche. Les lecteurs apprendront simplement que, je cite le roman, ce lieu est encore connecté à un générateur. À l'instar d'autres milliers de lieux dans le monde, tentacule oublié où ne vit plus personne, des millions de câbles parcourent la Terre et des millions d'hommes tirent profit de ce qui ne sert plus de ce grand déploiement de progrès détruit. Fin de citation. Alors, l'indétermination de cette fable post-apocalyptique met l'accent sur la valeur symbolique de la trajectoire du couple d'urbains, qui est donc au centre du récit. Leur difficulté principale sera de se retrouver dans un microcosme social avec très peu de relations, où vont se cristalliser les tensions qui traversent le couple. Outre les problèmes liés à l'aide médicale, à la production alimentaire, la majeure difficulté du couple va se concentrer dans cette rareté relationnelle, dans le sevrage de loisirs et d'informations. Il y a un vide existentiel qui va les amener à retrouver des choses essentielles. Alors, premièrement, ces choses essentielles, c'est le soin, le care, donné aux êtres les plus fragiles, avec des situations qui peuvent paraître presque cocasses, comme le fait, par exemple, de dormir avec un cochon qu'il faut absolument soigner, à la fois parce que c'est un être sensible, mais aussi parce que c'est un garde-manger. Alors, deuxièmement, il y a quelque chose de méditatif dans le roman. Le temps narratif est très lent et pour le lecteur, il offre une expérience de décélération. La protagoniste demande à son compagnon « Sommes-nous venus ici simplement pour vieillir ?» Et il secoue la tête et répond « Mais que tu es pollué !» Et elle commente intérieurement « Il veut juste dire que je ne suis pas capable d'associer la tranquillité avec la vie. » Alors finalement, il y a le sexe qui est thématisé assez bien dans le roman. Finalement, d'ailleurs, le couple va donc se ressouder et la protagoniste donc, va donner naissance à un enfant, donc un futur s'ouvre. On le voit, le retour à la campagne rime ici non seulement avec la sobriété, mais aussi avec la description d'une vie communautaire plus primitive en quelque sorte. La question de la communauté est assez centrale et elle impacte également la forme du roman qui est donc un roman choral. Alors, cette vie sobre offre des possibilités de régénération dans un cadre où l'écoféminisme semble résonner avec des patrons comportementaux en partie propres au patriarcat. Je pense que ce roman s'inscrit dans une veine que Geneviève Champeau a qualifiée de rétro-utopie. Donc, je la cite, ces romans néo-ruraux élaboreraient une utopie rétrospective en cherchant dans le passé un modèle culturel pour le présent et le futur. Ils sont, dans cette mesure et stricto sensu, conservateurs. Alors, qu'en est-il dans l'autre roman, donc L'étrangère en français? Et sa signification sociale et politique est très différente. Alors, la trame est située dans un contexte géographique et social précis, celui des villages andalous dont l'économie repose sur l'exploitation de grandes oliveraies. La protagoniste y travaille comme travailleuse saisonnière,
tout en survivant vaille que vaille le reste de l'année grâce à son potager et à une petite aide sociale de l'État. Alors, ce qui me paraissait intéressant dans ce roman, c'est que le village est le théâtre d'une lutte entre deux modèles socio-économiques. Donc, le premier modèle repose sur l'exploitation agricole intensive, la monoculture des oliviers, qui laisse cependant à une faune bigarrée la possibilité de vivre dans ses marges. Donc, on a des personnes âgées isolées, des travailleurs immigrés, saisonniers illégaux, on a tout un prolétariat paysan qui arrive à grappiller, je dirais, des moyens de subsistance dans ce système de monoculture. Mais ce système n'est plus rentable et le propriétaire terrien des oliveraies finit par se suicider. Et c'est alors un autre modèle qui entre en scène, sous les traits de nouvelles propriétaires qui veulent faire cesser toute activité agricole, transformer les terres en complexes touristiques. Et pour ce faire, elles vont tenter d'expulser Angela de sa maison qui va se retrouver littéralement assiégée. Donc on va lui couper l'électricité, on va empoisonner ses chiens, etc. Et donc c'est une lutte sans merci qui va s'engager entre Angela et les nouveaux propriétaires, puisque ce qu'il faut sauver, ce n'est pas un mode de vie, mais c'est la vie elle-même. Une vie qui dépend de ce territoire défini par le potager, les oliviers, les amandiers et une colline où on peut encore chasser. Ce qu'il faut donc sauver à n'importe quel prix, c'est ce que Bruno Latour appelle le terrain de vie. Alors le terrain de vie, je cite Latour dans son livre Où atterrir, est ce dont un terrestre dépend pour sa survie, ce qu'il est prêt à défendre, au besoin par sa propre vie, et qui implique de prendre en compte les autres terrestres qui se trouvent sous sa dépendance. La conscience précise du terrain de vie de chacun est une condition sine qua non de la désaliénation des consciences dans la perspective d'une lutte pour le terrestre contre ceux qui ont décidé de vivre et de faire vivre hors sol. Alors les nouvelles propriétaires là, de mon roman, qui viennent de la ville, sont des hors sol, pas de rattachement à la terre, pas non plus de rattachement à ceux que la terre permet de faire vivre. Or, la transition vers une société plus résiliente et en accord avec les rythmes naturels ne peut advenir qu'au prix d'un basculement. Alors, selon Latour encore, la nouvelle articulation revient à dire que nous passons d'une analyse en termes de production à une analyse en termes de système d'engendrement. Fin de citation. Donc, dans un tel système, ce qui importe, ce n'est pas l'autonomie des individus, c'est le respect de l'enchâssement des interdépendances du vivant. Ça, c'est le système d'engendrement, le respect de l'enchâssement des interdépendances du vivant. Il ne s'agit pas de produire des biens, mais de cultiver des attachements. L'opposition entre production et engendrement nous renvoie à une dichotomie genrée, et c'est bien partiellement le cas ici. La protagoniste de ce second roman se situe pleinement dans ce système de l'engendrement, où la première forme de résistance s'exprime dans une diversité de soins donnés aux personnes qui l'entourent, ainsi qu'aux animaux, considérés comme des êtres à part entière. Le deuil, comme mémoire en travail, est également une thématique centrale du roman et marque les rapports d'Angela à sa famille. Elle s'affirme ici en opposition au système de production qui fonctionne grâce à l'oblitération du passé et au déni de la mort. Mais ce système de l'engendrement est mis en échec par les forces du nouveau capitalisme financier qui a décidé donc d'investir dans la désagrarisation du monde rural, quel qu'en soit le coût social. Alors la protagoniste, en réaction donc face à cela, décide in fine de mettre le feu, alors non seulement, ce qui paraît quelque part logique, à la grande demeure censée devenir le centre du complexe hôtelier, mais également elle met le feu à sa propre maison. Alors ce geste final de sacrifice radicalise le sentiment de rupture qu'on peut éprouver à la lecture du roman. Si le modèle agricole productiviste de monoculture intensive pouvait encore soutenir en ses marges une société dépréciée et déclinante sur le plan démographique, le modèle d'exploitation rurale propre au capitalisme tardif exproprie ce qui restait encore accessible à la petite paysannerie et au prolétariat paysan. Alors, on a donc ce geste très fort à la fin du roman, brûler sa propre maison comme acte de résistance. Le roman nous interroge en tout cas sur le geste à poser pour dire stop à des investissements financiers dans le monde rural réalisés au détriment des habitants humains et non humains de cet espace. Alors, en résumé et pour conclure, dans les deux cas étudiés, la fiction romanesque met en scène le basculement
d'un système de production à un système d'engendrement où les protagonistes cherchent à s'ancrer dans un terrain de vie et ainsi à réduire drastiquement leur dépendance alimentaire, énergétique et culturelle face à la méga-machine. Alors si le premier roman présente ce basculement sur le mode de l'apprentissage, de la transition difficile mais non traumatique au sein d'une micro-société dont l'unité minimale, le couple, en assure la projection vers l'avenir, au contraire, le deuxième roman est beaucoup plus radical. Il n'est plus dans la transition, mais dans la rupture. Dans l'étrangère, les modes d'exploitation rurale, qu'ils soient agricoles ou liés au tourisme, ont mené à une impasse telle que la disposition sacrificielle et l'opposition violente aux représentants du capitalisme tardif sont présentés comme la dernière voie possible pour sauver le terrain de vie. Alors, comme le dit Latour, dans les luttes liées au basculement de la production vers l'engendrement, les peuples occidentaux, je le cite, commencent à éprouver la même chose que les peuples colonisés. Il s'agit désormais de défendre non la nature, mais le territoire. La nouvelle universalité, c'est de sentir que le sol est en train de céder. La seule issue, c'est découvrir en commun quel territoire est habitable et avec qui le partager. Fin de citation. En ce sens, même si l'histoire d'Angela dans l'étrangère est limitée à un ancrage local, sa trajectoire suggère qu'il s'agit bien de la remise en cause globale d'un système de production et du rejet des acteurs avec lesquels il sera désormais impossible de partager son territoire. Si le premier roman présente une transition douce, le second roman imagine un scénario de rupture et nous introduit peut-être à une micro-politique insurrectionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lily. Je viens devant parce que ils entendent bien. Grand merci, c'était vraiment passionnant. Aussi, quand j'avais lu le résumé et l'intervention, c'était vraiment très bien. Alors, on peut peut-être sortir et puis enlever le partage d'écran. Voilà, comme ça on voit les personnes. Alors, moi, évidemment, je n'ai pas lu les romans. Moi, voilà, je voulais dire simplement que c'était très intéressant de lier un peu l'analyse ou la lecture, l'interprétation de romans à des propositions de sociologie, d'anthropologie comme celle de Latour. Ça me semble très intéressant de voir qu'il y a des échos qui circulent dans des espaces culturels et d'écriture différentes, parce que Latour, l'Espagne. Bon, j'avais une question, je ne sais pas bien comment la formuler, mais est-ce que dans cette littérature en général, on est plus dans, peut-être vous en avez déjà un peu parlé, en tout cas, on est plus dans une sorte de réaction, je n'utilise pas le terme dans un sens politique négatif, mais vraiment des réactions à un monde qui échappe et qui a ce rythme où il y a des traces, quelque chose qui apparaît comme un possible récit plus positif de construction d'une nouvelle phase. Ça, c'est la question qui est derrière un peu le colloque, parce que la question, est-ce qu'on a des traces de l'émergence d'un vrai récit, ou alors c'est plusieurs récits, ou alors le récit, c'est seulement le récit de cette sorte de lutte finale, qui n'est pas la lutte finale pour arriver au socialisme, plutôt une lutte finale, et puis tout le monde s'effondre, s'écoule, etc. Oui, oui. Je m'exprime un peu, voilà, comme ça. Merci pour l'attention portée à la littérature dans ce colloque de manière générale et à la question sur cette communication en particulier. Donc, j'ai cité assez rapidement là, un livre qui traite de manière plus générale du sujet finalement, qui s'intitule donc Imaginaire post-croissance en Espagne. Et ce livre, en fait, il nous donne quatre directions. Donc, il y a ces romans un peu néo-ruraux dont je viens de parler. Alors, il y a vraiment des romans donc, sur la résilience urbaine, et puis il y a des romans futuristes. Et le quatrième, je ne me souviens plus. Voilà, et donc il y a vraiment, je dirais, une profusion, une production qui est très importante, qui est liée, je pense,
à tous les mouvements sociaux qu'il y a eu en Espagne, et notamment donc, un mouvement des indignés qui a émergé donc, en 2011. Et donc, il y a eu une très grande sollicitation des intellectuels en général, donc des chercheurs en sciences sociales, etc. Et donc, on a une profusion de récits, et donc on a, je dirais, un peu des deux. Donc, c'est un peu ça que j'ai essayé d'expliquer en prenant deux exemples différents. Donc, il y a un exemple qui nous projette dans un avenir où on nous dit, oui, tout va s'écrouler, mais il sera possible dans des endroits limités de faire émerger des modes de vie, mais ça va supposer toute une série d'abandons. Et donc, le roman, je dirais, explore un peu tout ce qu'il faut abandonner, mais ce sera possible. Donc là, il y a une forme d'imagination positive, mais le bémol pour moi, c'est que c'est, et notamment sur les rapports entre les sexes, il y aurait beaucoup à dire, le roman envisage quand même quelque chose qui est de l'ordre un peu du retour à une distribution très traditionnelle des rapports entre les sexes. Et puis, bon, il y a ce roman donc, qui pour moi est donc plus de l'ordre de la rupture. Et puis alors, on a une troisième voie, bon, par manque de temps, j'en ai pas parlé, mais c'est des romans futuristes qui en fait prennent acte de la dévastation en cours et qui nous disent, bon, tout cela étant quelque part inévitable, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et donc, ils nous projettent dans un monde, par exemple, où les inégalités seront, entre guillemets, gérées. Donc, ce ne sera pas le collapse total, mais il y aura donc une espèce de dystopie avec une mise en place d'inégalités qui feront partie, quelque part, de l'organisation sociale. Et donc, je crois que ça aide quand même à se représenter, et donc en lien avec le problème écologique. Donc, par exemple, il y a des gens qui auront accès à de l'air purifié et pas d'autres. Donc, ça, c'est le cas autour donc, du problème de l'air comme notion privatisée. Et donc là, je trouve que ça aide pour le lecteur de 2021 à se représenter. Oui, mais donc, quand on parle de pollution de l'air, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, tout le monde ne pourra plus avoir accès à un air respirable. Donc, je crois que dans ce sens-là, voilà, en tout cas, c'est le but de ce genre de littérature, de générer des questions. Maintenant, c'est vrai que la conclusion du livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Les imaginaires post-croissance, il n'y a presque pas de futur désirable dans ces livres. En fait. Et il y a d'ailleurs, on le trouve un peu plus dans certaines installations d'artistes, moins au niveau de la littérature. D'accord. Très bien. Il y a, merci, puis évidemment, c'est un sujet vaste et qui est. Il y a une question? Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant, j'aime vraiment. Ma question, fait deux. Premièrement, est-ce que vous avez une idée de la popularité de ce type de roman en Espagne ou même en Europe, je ne sais pas. Et deuxièmement, on projette un futur, que ce soit par rapport de transition de rupture, mais est-ce que ça n'a pas quelque chose de très nostalgique? Donc, est-ce qu'il y a la notion de retourner vers quelque chose plutôt que d'évoluer vers un nouveau futur? Voilà. Oui, merci beaucoup pour votre question. Donc, alors, le succès, il est très, très important. Donc, il a surpris les maisons d'édition. Donc, il y a un roman qui s'est vendu, donc celui qui est un peu lancé, même si, évidemment, en regardant, on se rend compte qu'il y avait des romans précédents. Donc, Intemperie, donc ça s'appelle en espagnol, 2013. Il y a eu 150 000 exemplaires. C'est énorme. Il y a 23... Enfin, j'avais regardé les chiffres, il a été traduit dans 23 langues. Donc, il y a vraiment un phénomène de société autour de ça qui a surpris, disons, les maisons d'édition elles-mêmes. Alors, vous avez vu que pour l'étrangère, là, il a été traduit directement. Donc, il est sorti en 2020 et il est déjà traduit en français. Donc, il y a vraiment quelque part une attente. Alors, la question de la nostalgie, certainement. Donc, c'est ce que j'ai un peu essayé d'approcher en disant... Voilà, il y a quand même beaucoup de ces textes qui tournent autour d'une rétro-utopie. Donc, comment est-ce qu'on ne va pas dans le futur finalement revenir à des modes de vie qu'on a vécu, etc. Et il y a, je crois, toute une dimension nostalgique certaine dans plusieurs de ces romans.
mais pas dans tous. Donc, il y en a qui sont plus politiques, donc comme le deuxième, hein, qui est vraiment, je dirais, qui se pose la question du prolétariat paysan, et non pas des urbains lettrés, etc., qui vont à la campagne comme dans le premier roman. Donc, c'est à partir du prolétariat paysan, quelles sont les données, quoi, hein. Donc, plus politique. Et deuxièmement, il y a toute cette veine futuriste qui n'est pas du tout nostalgique. Donc, elle est au contraire assez alarmiste, en fait. Donc, dystopie, oui, beaucoup plus dystopique. Oui. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y avait encore un ou l'autre, Pierre Purel ou d'autres. Je ne vois pas de questions, mais donc, en tout cas, grand merci. Hein. C'est une étude vraiment intéressante et j'ai beaucoup aimé aussi la référence que je ne connaissais pas, Castoriadis, évidemment, qui est un auteur bien connu dans les sites d'ailleurs, qu'on utilise souvent pour ses idées aussi sur la société, mais de ce point de vue-là, je ne connaissais pas. C'est un article publié dans la revue Études. Donc, c'est certainement encore accessible. Oui, il est en ligne. Voilà. Très bien, mais donc merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Andrea.